Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 15 de Vivant, Histoire de vie. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 15e épisode de Vivant, dans lequel je reçois Delphine Le Thor, fondatrice de Histoire de vie, le QR code pour immortaliser le souvenir d'un proche. Avec Delphine, nous avons bien entendu parler de son parcours et de son histoire, mais surtout de psychogénéalogie et transmission familiale, un sujet passionnant que je vous propose de découvrir dès à présent. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Delphine Le Thor. Bonjour Delphine, bienvenue dans Vivant, comment vas-tu ? Bonjour Teddy, merci, je vais très bien et je suis très contente d'être là, de pouvoir discuter avec toi et partager la raison pour laquelle tu m'as invitée à ce podcast. Et cette raison est avant tout une passion, donc on va échanger là-dessus, c'est super, merci. Effectivement, donc Delphine, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de commencer par te présenter. Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Delphine, hein, vous le savez déjà. Je suis maman de 3 enfants qui sont déjà bien grands, puisque mon aîné a 25 ans, ma fille a 20 ans et mon dernier a 15 ans. Donc, je suis une maman, on va dire, presque libérée de cette partie passionnante, mais très chargée, qui est l'éducation des enfants. Ce qui explique aussi pourquoi je suis arrivée à ce moment de ma vie, à une reconversion professionnelle que je vais expliquer un petit peu plus tard, enfin, juste après. Je vis actuellement en Haute-Savoie, sous la neige en ce moment. Nous avons beaucoup de chance. Et sinon, je suis originaire en fait de la Normandie et j'ai vécu 20 ans en Bretagne puisque mariée avec un Breton. D'accord. Voilà pour la présentation rapide de ma personne. Je te remercie. Tu as parlé de reconversion. Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots de ton parcours ? Donc après un parcours, je vais essayer de ne pas revenir trop en arrière, mais après un parcours scolaire un petit peu chaotique, je ne sais pas si on rentrera dans les détails, mais voilà, j'ai commencé en fait après le collège à prendre une voie professionnelle. Parce que j'ai eu une épreuve dans ma vie qui a fait que j'ai été en échec scolaire. Donc, j'ai commencé à apprendre un métier qui était donc le secrétariat. Et puis après, j'ai repris, heureusement, une filière générale. Et donc, ma formation initiale, en fait, était assistante de direction, assistante de gestion PME, PMI exactement à l'époque. Et donc, naturellement, j'ai commencé à travailler dans la bureautique. Et donc, j'ai exercé ce métier qui a été, je pense, salvateur, hein, on ne peut pas cracher dans la soupe, mais qui ne me correspondait pas. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Donc, j'ai eu la chance, par contre, d'intégrer la fonction publique territoriale et la chance également d'intégrer une collectivité qui s'appelle un SDIS. Donc, ça veut dire Service départemental d'incendie et de secours. Et c'est tout simplement les pompiers. Donc, je travaillais à la direction départementale des sapeurs-pompiers et ça, c'était à Rennes. Donc, j'ai eu des missions très intéressantes. J'ai commencé au secrétariat de direction pour un directeur départemental adjoint, poste sur lequel j'ai appris beaucoup. Et puis, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours vécu en fait de très belles rencontres. C'est ce qui a vraiment marqué ma vie professionnelle, davantage que les dossiers qui m'étaient confiés, que je traitais, que je gérais avec tout mon cœur, parce que j'ai un côté un peu perfectionniste et consciencieux, donc pas de souci. Mais ce qui m'animait, ce qui me faisait me lever le matin, c'était vraiment l'humain, quoi. Voilà, donc déjà, à cette époque-là, durant tout mon parcours, en fait, tous les à peu près 5 ans, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'apprendre des nouvelles choses, voilà, j'avais fait le tour de mon poste et donc je cherchais, et ça c'est quelque chose qui est
dans la territoriale, c'est la mobilité interne en fait. Donc j'en ai profité, j'en ai usé, abusé et du coup j'ai énormément appris dans le métier de secrétaire de direction en passant par les finances publiques, par les marchés publics, par la gestion du patrimoine immobilier, tout ce qui est caserne, direction bâtiment, etc. Donc j'ai appris beaucoup. Néanmoins, voilà, plus le temps passait, plus je sentais que quelque chose vibrait en fait à l'intérieur de moi. C'est vraiment le terme qui représente ce que je ressentais, c'est-à-dire que être dans un bureau confortablement installé sur mon siège, et j'étais confortablement installée puisque fonctionnaire, voilà, pas peur du lendemain, avec des relations professionnelles parfaites, des belles rencontres. J'avais absolument aucune raison de vouloir partir de ce confort, de cette zone de confort. Un jour, il y a une bonne dizaine d'années déjà, j'ai suivi une formation qui s'appelait mobilité, et c'était mobilité interne comme externe. Et moi, j'avais dans le coin de ma tête l'idée d'une mobilité externe. Et puis, à la fin de cette formation, on a eu une petite partie bilan de compétences. Et ce que ce petit bilan de compétences a révélé, c'est que je ne suis pas quelqu'un de bureau, mais quelqu'un de terrain. Voilà, donc moi, je suis allée voir la formatrice à la fin et je lui ai dit, écoutez, ça fait complètement écho, ça me parle, ça a du sens, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et elle me dit, mais ça, c'est votre chemin, c'est votre parcours, donc c'est à vous de le découvrir. Et me voilà partie avec cette réponse qui n'en était pas une et tout un chemin à parcourir et à découvrir. Donc, bon, voilà, en fait, ça a été le point de départ de ce parcours de reconversion que j'entamais. Donc, il m'a fallu quand même une dizaine d'années. Hein, je ne voulais pas me reconvertir pour me reconvertir, je ne voulais pas faire quelque chose par défaut, puisque évidemment, je savais ce que je quittais et je ne savais pas ce que j'allais retrouver, donc c'était quand même un risque. Et donc, je me suis beaucoup interrogée intérieurement pour savoir ce qui m'animait, ce qui me touchait, vers quoi j'aurais envie d'aller, pour lequel le prix à payer serait de laisser cette zone de confort et tous mes collègues et tous mes supérieurs, etc. Et en fait, j'ai été très naturellement attirée vers le monde du funéraire. C'est un domaine qui me fascinait, mais au-delà de me fasciner, que j'admirais en fait. Hein. Tous les acteurs du funéraire, je les voyais comme des personnes avec un charisme incroyable. Pourtant, je travaillais chez les pompiers et donc en général, pour la population, les pompiers ont un charisme incroyable. Et moi, c'était les acteurs du funéraire. Voilà, donc voilà, bon an, mal an, j'ai cherché à me rapprocher de ce milieu que je ne connaissais pas du tout, hein, absolument pas. Et j'ai regardé un petit peu les formations. Donc, j'ai fait faire un devis pour une formation d'assistant conseiller funéraire. Parce que, en fait, ce que je voulais faire, c'était être maître de cérémonie. En fait, ce que j'avais envie, c'était vraiment d'accompagner les familles. C'est vraiment ça que j'avais dans mon cœur, dans mes tripes, c'était vraiment l'accompagnement des familles. Et d'ailleurs, mes collègues, quand je leur parlais de cette envie de m'orienter vers le funéraire, me disaient, mais pas toi, tu vas pas aller travailler avec la mort. Et je leur répondais, mais pas du tout, en fait, je veux pas travailler avec la mort, je veux travailler avec les vivants et ceux qui restent et accompagner les familles. Et donc, voilà, là, ça leur parlait, ça prenait du sens pour eux. Et puis, les jours qui ont suivi, mon directeur départemental me suivait sur le projet, me faisait bénéficier même d'un congé de formation, etc. Et puis, le sentiment que c'était pas ça. Tu vois, quand tu vas vers quelque chose et puis qu'au fur et à mesure du temps, tu sens que ça s'étiole, il y a quelque chose qui colle pas. Et en fait, j'ai un petit peu abandonné ça tout en gardant cette vision très positive de ce milieu. Et puis, la vie a fait qu'on est parti de Rennes, en Bretagne, où on était avec ma famille, mon mari et mes enfants, puisque mon mari a été muté, il n'a pas été muté, il a eu un poste dans son domaine, donc il est infirmier en psychiatrie pénitentiaire et des postes ont été créés à Genève.
Donc, ce n'est pas un mythe de dire que les salaires suisses sont attrayants. Et donc voilà, on a pris une partie des enfants sous le bras, quelques valises, et puis on est parti en Haute-Savoie. Bon, tout ça pour dire que, par contre, moi, de la fonction publique territoriale, il fallait que je trouve un poste en Haute-Savoie pour être recrutée par voie de mutation. Donc j'ai trouvé un poste en mairie, une petite commune de moins de 2000 habitants, donc tout petit par rapport à la collectivité d'où je venais, c'était microscopique. Et puis, sur la fiche de poste, ne figurait pas une particularité de mes missions qui était très importante en termes de temps et d'investissement. C'était la gestion du cimetière de la commune. D'accord. Donc, bingo, fallait que ça tombe sur moi. Et peut-être qu'il ne l'avait pas mis dans la fiche de poste parce que ça rebute. Et en fait, moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a profondément convaincue, confirmée que j'étais à ma place. Alors, voilà, donc toujours avec cette idée quand même ce besoin et ce désir et cet objectif de reconversion professionnelle. Donc, je gérais mon cimetière, je l'ai informatisé, j'ai tout fait ce qu'il fallait. J'assistais donc aux cérémonies, j'accueillais les familles endeuillées qui venaient donc acquérir une concession, réserver une concession. J'avais contacté également avec les personnels du funéraire et puis j'assistais même, je dressais les PV d'exhumation lorsqu'il y avait une exhumation. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment un domaine qui ne me fait pas peur et au contraire, qui me fait vibrer, qui me fait vivre en fait à l'intérieur de moi. Donc quand même, cette idée de reconversion, je ne voulais pas la laisser de côté et du coup, je me suis dit, en parallèle, je vais reprendre des études. Donc j'ai repris des études avec Rennes 2, l'université Rennes 2. Donc j'ai commencé une licence de psycho parce que en fait, in fine, ce que je voulais faire, c'était de la psychogénéalogie. Donc, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais la psychogénéalogie, c'est en fait un outil thérapeutique en psychologie pour aller peut-être mettre en lumière, identifier certains mécanismes, des schémas de reproduction en allant dans l'arbre généalogique, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle psychogénéalogie. Et donc, fac de psycho à distance, le soir en rentrant du travail, avec une famille, donc pas besoin de dire que les journées étaient chargées et que tout tournait autour de ça, puisque mes vacances, je les prenais pour aller passer mes partiels en présentiel. Voilà. Bon, mais j'étais dans mon élément, ça me plaisait beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, pour exercer en psycho, de toute façon, il faut un master, donc je partais pour 5 ans d'études. Et puis la fac, c'est diplômant, mais ce n'est pas professionnalisant. Donc j'ai bifurqué dans une école privée qui, pour le coup, me permettait de continuer mes études de psychologie, mais d'avoir une spécialisation en psychogénéalogie. Donc là, j'avais vraiment, l'objectif était atteint, en tout cas en termes d'études. Et puis, amoureuse des cimetières, je visite les cimetières, je me promène dans les cimetières, je gérais toujours mon petit cimetière et j'avais toujours la même sensation, cette sensation qui manquait quelque chose, en fait, sur les tombes, sur les concessions. On a les noms, prénoms, dates, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Et moi, ça me fascinait de me dire que ces lieux, en fait, c'est ça un peu ma vision du funéraire et des cimetières, et donc je vais en venir aussi à mon activité de QR code funéraire. Pour moi, les cimetières sont des lieux en effet remplis de corps, de personnes qui sont mortes, qui sont décédées, mais pour moi, c'est avant tout des lieux remplis d'histoires de vie. Et donc, je poursuivais mes études, je les continue toujours d'ailleurs, je les termine en juillet prochain. Et puis, je me suis dit, voilà, en fait, le moment de la reconversion est arrivé. Il faut que j'étudie l'idée de donner accès, en fait, aux gens et aux familles à des informations supplémentaires, en plus des noms, prénoms et des dates qui figurent sur les concessions. Et puis, il y a donc,
on revient en arrière à plus d'une dizaine d'années où je m'intéressais aux funéraires, j'étais abonnée à un magazine et j'avais vu en fait l'existence de QR codes funéraires. Et donc, voilà, tout ça a fait son chemin et j'en suis arrivée à un moment où je me suis sentie prête. C'est pas que je me suis sentie prête, c'est que la situation s'y prêtait totalement aussi. Et donc, j'ai pris une disponibilité de la fonction publique territoriale. Alors, avant de prendre ma dispo, j'ai étudié j'ai été accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie pour faire une étude de marché sur ces petits QR codes, pour savoir si le marché était prêt, était mûr. Alors, il y a toujours une part d'inconnu, mais pouvoir faire cette étude de marché accompagnée par de professionnels a été important pour moi. Donc voilà, en novembre 2019, j'ai pris mon envol. J'ai dit au revoir à ma zone de confort et puis j'ai lancé mon entreprise de QR code funéraire qui s'appelle Histoire de vie, histoire au pluriel. Et voilà, donc on est au moment actuel de mon parcours professionnel. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère qu'on voit bien la cohérence pour en arriver à présenter Histoire de vie ensuite. Écoute, on voit bien le lien en tout cas que tu fais entre voilà, cette évolution que tu as eue sur ces dernières années. Donc, je te remercie. Avant d'entrer plus en détail dans ce qu'est Histoire de vie, j'aimerais que tu puisses répondre à cette question. D'où te vient cette fascination pour les cimetières? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui me fascine tant dans les cimetières? Eh bien, écoute, je trouve ces lieux, je vais parler avec mon cœur, hein, donc c'est pas du tout intellectualisé. Je trouve ces lieux beaux, tout simplement. Déjà, dans un premier temps, au niveau esthétique, c'est un endroit paisible où j'ai eu des occasions de méditation, d'intériorisation, de retour sur moi-même, d'apaisement. Voilà, tous ces sentiments-là, je les ai vécus dans les cimetières. Je pense que j'ai toujours ressenti, en fait, qu'il y avait des histoires dans ces lieux-là, que ces lieux étaient remplis vraiment d'histoires de vie et que ces personnes décédées, voilà, c'était leur endroit de repos, en fait, hein, leur dernière demeure, comme on l'appelle, mais surtout un endroit où ces personnes pouvaient se reposer, en fait, d'une vie. Euh, D'une vie, on le sait, toutes les vies sont ponctuées de choses belles, agréables, et puis aussi de difficultés. Donc vraiment, ces cimetières, pour moi, sont des endroits de repos, et pour les défunts, et pour ceux qui s'y promènent, en tout cas moi. Et puis bon, probablement, hein, ça, on ne peut pas le vérifier, mais probablement que ça me rapprochait de mes propres défunts. Hein, puisque je pense, je ne l'ai pas vérifié non plus, mais je pense que quand on est attiré vers ce domaine-là, quand on est aussi touché par le funéraire, par l'histoire de vie, par la mort aussi, hein, la mort ne me fait pas peur, c'est que on a été confronté de près ou de loin, mais en tout cas d'un petit peu près, par la mort et par le fait que la mort, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà. Je te remercie. Donc tout ce chemin t'a mené à aujourd'hui, comme tu le disais, la création de Une histoire de vie. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire ce que c'est précisément et quel en est le concept? Alors effectivement, histoire de vie, j'ai envie d'appeler ça en fait de la biographie numérique. Oui, c'est de la biographie numérique. En fait, le QR code, donc voilà, je vais présenter le concept hein, très simplement. Donc, il s'agit d'un QR code qui est gravé au laser sur une petite plaque métallique de 5 cm par 5 cm pour être précise. Et donc, cette plaque va se fixer par collage double face sur la concession d'un défunt. Et puis, comme tout flashcode, eh ben, il faut le flasher avec son petit smartphone ou sa grande tablette ou peu importe, quelque chose qui peut flasher les QR codes. Donc, on flash le QR code et puis on tombe directement sur l'histoire du défunt. Donc, une biographie, et voilà, je l'appelle biographie parce que, en fait, ça contient du texte, mais aussi des photos, vidéos, enregistrements audio et puis des témoignages.
Donc, les QR codes qui sont déjà installés contiennent l'histoire en fait de la personne qui est inhumée. En tout cas, quand on se place dans un cimetière, alors il y a la possibilité en fait de restreindre l'accès ou de le laisser public. Donc, il est possible que quand on visite un cimetière, enfin quand on se rend dans un cimetière, quand on se promène dans un cimetière ou qu'on visite quelqu'un dans un cimetière, on puisse se promener comme ça dans les allées et trouver un QR code et le flasher euh, de manière totalement publique. Et donc là, on peut effectivement avoir accès à l'histoire de la personne inhumée, qu'on la connaisse ou pas. Et puis, selon la volonté, soit du défunt, s'il a prévu ça avant son décès, soit de la famille, on peut restreindre l'accès si la famille préfère que ce soit un accès privé. Et donc là, c'est restreint par un mot de passe. Et donc, les gens qui vont flasher le code n'auront pas accès à la biographie, sauf ceux, les plus proches parents ou les amis, à qui on a pu donner le mot de passe. Donc on voit bien en tout cas le lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure, donc la psychogénéalogie, et le fait de pouvoir voilà, laisser une trace et permettre aux générations qui suivent de retrouver d'où l'on vient précisément avec l'intégralité des détails de ce qu'a été cette personne-là de son vivant. Complètement, complètement, tout à fait. Et c'est vrai qu'en étudiant la psychogénéalogie, je vois encore plus l'enjeu, l'importance de conserver cette histoire. Alors, euh, ma vision, en tout cas ma connaissance que j'ai maintenant de la transmission de l'histoire, c'est que même si on ne la garde pas sur un petit QR code, cette histoire, elle se transmet. Hein. C'est ce qu'on appelle la transmission, les transmissions invisibles, l'héritage invisible, et puis voilà, tout ce qu'on appelle le transgénérationnel. Tout ce qui se transmet d'une génération à l'autre, de génération aux autres générations, parce que en fait, on retrouve des choses dans l'arbre généalogique, puisque la psychogénéalogie, hein, on va chercher dans l'arbre généalogique non seulement les noms, prénoms, dates des ascendants, mais aussi leur métier, leur histoire. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes de guerre? Est-ce qu'il y a eu des enfants morts-nés? Est-ce qu'il y a eu des décès prématurés? Des choses comme ça, qui vont redescendre, en fait, l'énergie de ces histoires-là va redescendre sur les générations futures. Hein. Et donc, même si on ne conserve pas l'histoire dans la connaissance de cette histoire, elle nous imprègne, elle vit en nous. Et donc, parfois, c'est pas parfois en fait, c'est en nous tous, il existe des choses dont on a hérité. Et puis parfois, ça empêche d'avancer. Hein. Il y a vraiment des schémas de reproduction qui se font, qu'on n'arrive pas à identifier. On ne sait pas pourquoi on fait les choses comme ça ou pourquoi, je ne sais pas, dans une fratrie, les deux frères vont tomber dans l'alcoolisme, la sœur ne va pas y tomber. Voilà, on peut expliquer différentes choses comme ça en remontant dans l'histoire familiale. Et du coup, ça permet de mettre en lumière de ne plus porter en fait l'héritage invisible comme un poids et une culpabilité, parce que quand on a ce poids du transgénérationnel et qu'on ne connaît pas l'histoire et qu'on ne sait pas d'où vient ce poids, on a tendance à se sentir responsable de ce poids. En tout cas, on le vit mal, on l'identifie pas et du coup, on se sent pas normal, on se sent coupable de quelque chose. Donc vraiment, le mettre en lumière par la psychogénéalogie, en ayant connaissance du coup de l'histoire et en n'ayant pas que des noms et des dates, alors on va désamorcer, on va dédramatiser, on va déculpabiliser une situation qui finalement n'est pas la nôtre, ne nous appartient pas. Ouais, c'est très intéressant. Et du coup, comment on explique cette transmission de ces éléments-là qui viennent nous affecter, nous, mais d'où nous ne sommes pas quelque part titulaires, qu'on hérite de ces générations précédentes? Est-ce qu'on a des éléments d'explication sur comment c'est possible? Oui, il y a des éléments de réponse. Alors, la psychogénéalogie, en fait, elle a été créée, enfin, en tout cas, c'est Anne Ancelin qui est la fondatrice, on va dire, de la psychogénéalogie.
Et puis son successeur, alors je ne me souviens plus de son nom comme ça vite fait, mais et en fait, il y a des outils effectivement concrets. On parle par exemple d'un atome social. Donc l'atome social, c'est un outil qui permet de partir de soi et de tracer les liens avec des personnes de notre entourage avec qui on se sent en lien et on ne l'explique pas forcément. Donc on va tracer comme ça, hein. C'est beaucoup du tracé et beaucoup on part en fait de soi, de son ressenti et puis de ce qu'on a déjà identifié en soi, mais qu'on n'explique pas sur lequel pardon, on ne met pas de mots. Donc on va tracer cet atome social, on va voir envers qui, avec qui on se sent en lien, etc. Et puis, on va aussi tracer ce qu'on appelle le génogramme. Donc, le génogramme, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'arbre généalogique. Et puis, c'est Salomon Selam qui a succédé, ça y est, ça me revient à Anne Ancelin. Et notamment, lui, il a identifié certains mécanismes, certaines répétitions comme ça avec des rythmes, hein, avec un schéma bien particulier. Donc lui, par exemple, il a mis en place ce qu'on appelle la valse transgénérationnelle. Donc on peut vérifier, après avoir fait l'atome social, si par exemple on se sent en lien avec, je vais dire quelque chose qui me concerne moi, une grand-mère, ma grand-mère maternelle, je me sentais en lien avec elle, je ne savais pas pourquoi, parce qu'on est très très différentes, vraiment à tous les points de vue. Elle n'est plus là, hein. Et en fait, par la valse transgénérationnelle, on va vérifier concrètement par rapport à sa place dans la fratrie. Donc, dans toute cette histoire de psychogénéalogie, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est sa place, hein. Identifier, même si on la connaît en théorie, la mettre sur papier, ça permet vraiment de visualiser sa place. Et au niveau identitaire, c'est très important. Et on remarque beaucoup dans la société, pardon, de plus en plus, qu'il y a comme ça des crises identitaires. On ne sait pas trop où est notre place, on n'arrive pas à trouver notre place, hein. Ce mot place a un sens et il revient beaucoup. Et quand on ne trouve pas sa place, eh ben, tout simplement, on ne se légitime pas en tant qu'individu. Donc voilà, donc la place dans la fratrie permet également, selon Salomon Selam, de voir le lien concret avec une personne avec qui on se sent en lien. Donc oui, il y a des choses qui ont été vérifiées. Maintenant, quelqu'un qui est cartésien, qui est très scientifique, qui veut qu'on lui prouve les choses par A plus B, je crois que c'est des expériences qu'il faut faire dans le vécu intérieur et pas effectivement en interrogeant une science précise avec des réponses précises. Mais en tout cas, moi, pour connaître la psychogénéalogie depuis de nombreuses années, ça fait peut-être 20-25 ans que je connais ce concept-là, pour l'avoir étudié, mais testé moi-même, je sais que l'héritage se fait. Ça, c'est indéniable. Et vraiment pouvoir en fait avoir des réponses et ne pas rester avec des zones d'ombre dans cette histoire familiale. Pour moi, c'est vraiment même un enjeu de santé publique, un enjeu de santé mentale publique. Ouais, on en est effectivement à ce niveau-là, en tout cas. Et tu vois, moi, la première fois où je suis rentré en contact avec ce terme qu'est la psychogénéalogie, c'était dans un magazine il y a quelques années qui s'appelle l'INRES, enfin qui s'appelle Inexploré, pardon, qui a été lancé par l'INRES, qui est l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, qui a été lancé par Stéphane Alix il y a quelques années. Et dans un article, il expliquait que, alors je pense que je vais fortement déformer le contenu de l'article, mais l'idée est là en tout cas, qu'une personne voilà, se retrouvait avec des douleurs vraiment insurmontables au niveau de la hanche qui l'handicapaient très fortement. Et en recherchant justement dans les ancêtres de cette personne-là, on a retrouvé un arrière-grand-père qui avait reçu un choc d'obus justement sur cette partie-là, donc sur la hanche en l'occurrence, et il serait décédé de la suite de ses blessures. Et voilà, donc tu vois ce genre de lien comme ça, et ce genre d'anecdotes en tout cas racontées, paraît tout à fait incroyable, et pour autant c'est un phénomène qui existe.
Par exemple, on a aussi des exemples, alors on a des tas d'exemples, hein, mais des gens qui souffrent de problèmes respiratoires, des gens qui sont claustrophobes, tu vois aussi, qui supportent pas d'être enfermés ou bien qui, à l'idée d'un IRM, vont paniquer pendant 3 jours avant et qui, à l'évocation même de l'examen a posteriori, vont avoir une angoisse. On retrouve effectivement dans l'histoire parfois des histoires de prisonniers de guerre ou de gens qui sont morts en chambre à gaz, des choses comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai que toutes ces... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vraiment, on peut y passer des heures, mais il y a l'idée, en fait, et c'est vrai que c'est une question d'énergie, là, et ça ne parle pas trop aux scientifiques, en effet, mais il y a la notion, en fait, de quelque chose qu'on appelle des ancêtres, en fait, qui sont décédés à un âge où ils n'auraient pas dû décéder, un âge trop précoce ou bien d'une manière pas naturelle. Comme par exemple, tu vois, on faisait référence beaucoup à une période de guerre. Hein, ça faisait partir les gens de manière soit prématurée ou en tout cas, ce n'était pas une mort naturelle. Et en fait, l'énergie de ces personnes-là, alors, c'est lié aussi au fait que ces morts-là ont été souvent mis au banc de l'arbre. On appelle ça mis au banc de l'arbre en psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'on n'en parlait plus trop. On connaît l'histoire, on sait comment ils sont morts, mais on n'en parle pas. Alors, soit pour protéger, soit pour ne pas réveiller une douleur liée à leur mort. Donc, on les met au banc, on n'en parle plus. On sait qu'ils ont existé, on sait qu'ils sont morts, on peut même savoir de quelle manière ils sont morts, mais on n'en parle plus. Sauf que ces gens-là, qu'on appelle donc des mal morts, puisqu'ils ne sont pas morts naturellement et de manière normale, entre guillemets, l'énergie de ces personnes-là va vouloir continuer à s'exprimer. Et donc, tant que ces personnes-là seront mises au banc de l'arbre, cette énergie va redescendre et va se transmettre. Tu parlais tout à l'heure d'un héritage invisible dont je parlais, mais tu t'interrogeais sur cet héritage invisible. Est-ce qu'on peut montrer qu'il se fait et comment il se fait? Donc, c'est cette énergie, en fait, qui va redescendre et puis jusqu'au jour où on va l'identifier. Et au moment où on va l'identifier, c'est comme si on redonnait la place, en fait, à cette feuille de l'arbre, à cette personne qui est mal morte, pour la légitimer et lui redonner sa place dans l'arbre. Alors, effectivement, un scientifique va te dire, mais c'est complètement farfelu, d'où vous sortez ça? Voilà, moi, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est vraiment des personnes qui ont étudié, et puis bon, c'est des personnes qui étaient psychiatres ou voilà, des gens qui suivaient des parcours de vie qui, à un moment donné, étaient en souffrance. Donc, tout ça n'est pas né comme ça par des idées de se dire, bah, tiens, on va sortir un truc. Ça a été vraiment éprouvé sur des sujets qui vivaient des choses, comme tu l'as exprimé tout à l'heure par rapport à ce problème de hanche. Ça peut être des problèmes respiratoires, ça peut être des problèmes aussi de fécondité, de non-autorisation à donner la vie, des choses comme ça. On a vu des situations en psychogé où des femmes qui ne présentaient pas d'anomalie organique, ni chez elle, ni chez son conjoint, en allant en psychogénéalogie rechercher un petit peu, qui découvraient par exemple que une grand-mère ou une arrière-grand-mère avait fait des avortements spontanés. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Qui elle-même, du coup, n'arrive pas à avoir d'enfants ou bien fait des fausses couches à répétition. Et le jour où c'est mis en lumière, eh bien, Thibaut pointe le bout de son nez, quoi. Donc voilà, c'est des situations qui ont été vécues en vrai. Merci beaucoup Delphine en tout cas pour ton partage sur ce thème vraiment, vraiment passionnant. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur toi, ta vision de ce qu'est le deuil? Le deuil, pour moi, c'est quelque chose qui se vit. On a souvent tendance à utiliser l'expression ou à entendre l'expression faire son deuil. Pour moi, on ne fait pas son deuil, le deuil ne se fait pas. On est acteur du deuil, en fait, et on vit le deuil. Pourquoi on vit le deuil? Parce que c'est une période de la vie où déjà la mort est irréversible. Je crois que c'est la seule chose dans la vie qui est irréversible.
Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est quelque chose qui nous échappe complètement, c'est quelque chose qui, quand ça nous arrive, nous laisse face à des émotions qu'on ne connaissait pas, et qu'on n'avait pas vécues, parce que les émotions que ça génère, on a pu les vivre comme la tristesse ou bien ou la colère, des choses comme ça. On peut vivre ces émotions-là à d'autres occasions, mais lors d'un deuil, ces émotions-là, elles ne sont pas vécues du tout de la même manière que aux autres occasions. Et donc, on ne peut pas, en fait, traverser cette période qui est douloureuse, hein. Ça on est bien d'accord. C'est une période qui est douloureuse. On ne peut pas la vivre en écoutant ce que les autres nous disent ou les conseils que les autres nous donnent. C'est vraiment quelque chose qu'on vit de l'intérieur. Et que chaque individu, dans sa singularité, va vivre avec les forces qu'elle a, mais aussi ses failles. C'est vraiment un parcours, en fait, hein, de vie. Pour moi, la mort fait partie de la vie. Ça, pour moi, c'est vraiment un message qui est très, très important. La mort fait partie de la vie. Cependant, quand elle arrive, on n'y est pas préparé, on n'y est jamais prêt, même si c'est suite à une longue maladie, hein. On n'est jamais prêt, tout simplement parce que, comme je le disais, ces émotions-là, elles débordent, elles nous envahissent, on ne sait pas quoi en faire, on voudrait les fuir. Et en fait, vouloir les fuir, c'est simplement reculer pour mieux sauter, hein. C'est une cocotte minute, c'est 15 jours, ça va forcément de toute façon nous revenir en boomerang. Donc, vivre son deuil, c'est accueillir, en fait, je dirais ça moi comme ça, je dirais que c'est accueillir les émotions qu'on ressent, c'est s'autoriser à avoir ces émotions-là, s'autoriser à accepter que le temps va être aussi un allié. Alors évidemment, sans rentrer dans le détail, j'ai été confrontée, moi, au deuil très jeune, hein. J'ai perdu mon papa quand j'avais 13 ans. Et puis, c'était un deuil particulier parce que déjà, quand on est enfant ou jeune adolescent ou adolescent, nos parents sont immortels. Enfin, on n'a absolument jamais imaginé qu'un de nos parents partirait, enfin mourrait. Et puis, double effet qui se coule, mon papa, en fait, a mis fin à ses jours. Donc, ça a été un deuil aussi particulier, hein. Le deuil par suicide, c'est un deuil particulier. Donc, ça a été frappant pour moi et c'est pour ça que j'en parle, même si c'est quelque chose de très personnel et que je ne détaillerai pas. Mais en fait, ça m'a enseigné, ça m'a appris et c'est ce qui étaye en fait mon discours aujourd'hui autour du deuil, c'est que la façon dont moi j'ai vécu la mort de mon père, elle m'appartient, elle m'a appartenu à partir du jour où j'ai su que mon père était mort jusqu'à maintenant. Ce parcours, cette façon de vivre le deuil, en fait, la perte de mon père, en l'occurrence, personne ne pouvait le faire à ma place. Tu vois, et les ressources qu'on a, en fait, elles sont insoupçonnées. On ne peut pas savoir. Et c'est vrai que ça a été, ce qui m'a choquée, en fait, moi, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui m'ont choquée. Déjà, le traumatisme, hein, parce que, bon, sans rentrer dans le détail non plus, j'ai découvert, moi, le corps de mon père dans notre maison. Donc, il y a eu un traumatisme, en effet, que je n'ai pas vécu tout de suite comme un traumatisme, hein. La pulsion de vie est plus forte. Donc, on avance, on met un pas devant l'autre, on va se coucher le soir, on se relève le lendemain matin avec ça. Avec cette réalité, en fait, hein, à laquelle on est obligé de faire face. Et puis, alors quand vous êtes enfant, que vous avez 13 ans, que vous avez cette histoire qui vous arrive là, que vous ne maîtrisez pas, ben voilà, vous allez chercher au fond de vous. Et en fait, tous les gens autour ont tendance à savoir, enfin à dire des choses qui sont absolument en décalage total avec ce que toi, tu vis de l'intérieur. Et donc, pauvre enfant, à 13 ans, vivre ça. Donc, je rappelle, suicide et en plus découvrir le corps de mon père. Je ne sais pas si tu peux imaginer, mais même moi, en tant qu'adulte, si un enfant de mon entourage vivait ça, je me dirais, c'est terrible, elle ne va jamais s'en remettre. Bon. Et en fait, les choses sont tout autres parce que, bon, tu connais Boris Cyrulnik qui parle de la résilience. On a tous en nous une part de résilience. Et puis, on a la force ou non d'accéder à cette résilience, hein. Et ça, c'est vraiment inscrit dans notre carte mère, dans
dans nos fibres à nous, profondes. Et ça appartient à chacun. Et c'est pour ça que, pour revenir à ta question sur qu'est-ce que c'est pour moi le deuil, enfin, comment j'aborde le deuil, comment je vois le deuil, je le vois comme, voilà, comme un événement de la vie qu'il faut vivre, mais vivre avec soi-même. Il y a quelque chose qui s'est arrêté le jour où mon père est décédé, hein, et c'était violent aussi ça pour moi, le fait que quelque chose s'arrête, et dans ma vie et à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que tout se mettait en pause, parce qu'en effet, quelque chose s'était arrêté. Mais la vie autour continuait. Et autant ça a été violent pour moi à ce moment-là, autant je sais aujourd'hui que, de par mon parcours à moi, bien sûr, quelque chose s'est arrêté, mais que la vie continue. Et c'est en ça que je considère que la mort fait partie de la vie. C'est qu'elle va nous frapper à un moment donné, de près ou de loin, jeune, moins jeune, peu importe. La séparation, le côté irréversible de la mort est très violent. C'est quelque chose de très violent. On n'est pas préparé, même si on voit quelqu'un souffrir, on se dit il faut que cette souffrance s'arrête, donc ça sera mieux quand il ne sera pas là. Mais on reste face à ce vide. Hein. Tu as fait un podcast avec, je ne sais plus son prénom, rappelle-moi, qui parle du vide. Avec Alban Kaden. Voilà, Alban, j'ai beaucoup aimé effectivement la notion du vide. Hein, et la mort nous laisse face à ce vide, à cette absence. Et donc, on doit composer avec ça. Et encore une fois, on compose avec ses propres émotions, avec son aptitude à faire face, avec des ressources qu'on ne soupçonne pas, que tout notre entourage ne soupçonne pas non plus. Et donc, c'est vraiment un chemin. C'est un chemin. Et sur ce chemin, eh bien, on va avoir des rencontres, on va faire des belles rencontres, et puis des mauvaises rencontres, et puis ça fait partie en fait du processus, ça fait partie du chemin. Donc pour moi, le deuil, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre et qu'on doit accepter de vivre avec les sentiments, les émotions, les douleurs. Il faut accueillir tout ça, c'est très important pour moi. Je te remercie vraiment pour ton témoignage très personnel. Je suis vraiment très touché de cette confiance. Sans transition, est-ce que tu aimerais partager avec nous des livres ou des références qui, toi, ont pu t'aider ou en tout cas qui t'inspirent sur cette thématique ? Oui, bien sûr. Alors, on va garder le lien avec ce que je viens de dire. Donc, il y a un livre que je lis actuellement qui est bien fait, qui est très, très simple à lire, qui s'appelle « Vivre son deuil et croître ». Donc j'aime ce livre parce qu'il est très pratico-pratique et puis il parle à toute personne qui a eu à vivre ce moment-là dans sa vie. Et puis, il ne s'appelle pas « Faire son deuil », mais il s'appelle « Vivre son deuil ». Donc, par rapport à ce que je disais, ça a beaucoup de sens. Voilà, donc c'est un livre qui est aux éditions Jouvence, qui a été écrit par Josette Poletti et Barbara Dobbs, et que je conseille. Et puis en psychogénéalogie, alors évidemment, il y a beaucoup de lectures d'Anne Ancelin qui sont très intéressantes. Il y a également Ligne de faille, c'est un livre qui est assez connu pour tous ceux qui s'intéressent à la psychogénéalogie. Ligne de faille, très bien. Et puis il y a du contemporain qui n'est pas forcément classé dans la psychogénéalogie, mais il y a un livre, moi, qui m'a bouleversé, légitimé, fait exister, je ne sais pas comment le définir. C'est de Delphine de Vigan et ça s'appelle « Rien ne s'oppose à la nuit ». Qui reprend donc le titre d'une chanson d'Alain Bachung. Et en fait, Delphine de Vigan raconte l'histoire de sa propre maman qu'elle découvre elle-même sur son lit décédée. Sa maman est décédée, elle a mis fin à ses jours. Alors évidemment, le lien est tout de suite fait avec mon histoire à moi, mais c'est pas tant ça qui m'a touchée et bouleversée dans ce livre, c'est vraiment l'histoire familiale, en fait, de cette femme, sa maman, Delphine de Vigan, qui met fin à ses jours après la soixantaine, parce qu'elle découvre qu'elle a un cancer. Et en fait, c'est très étonnant parce que et ce livre est très bien fait, j'aime beaucoup l'écriture de Delphine de Vigan, mais au-delà de ça, en fait, elle revient du coup sur l'histoire de sa maman parce que sa mort par suicide a laissé la question incroyable de pourquoi est-ce qu'elle a mis fin à ses jours
parce qu'elle avait un cancer, alors que toute sa vie durant, elle a eu une vie d'épreuve, en fait. Ça a été une vie ponctuée de malheurs, de difficultés, de place dans la fratrie, là pour le coup aussi, avec une famille, avec beaucoup d'enfants. Elle était l'aînée, si je me souviens. Et donc, elle avait en charge beaucoup ses petits frères et sœurs que ses parents mettaient au monde comme ça, les uns après les autres. Des parents particuliers. Il y a eu aussi un peu d'inceste dans sa famille. Enfin, voilà. Elle a vécu une vie très compliquée, très difficile. Elle a surmonté tout ça. Et le jour où elle apprend qu'elle a un cancer, ça, elle ne le surmonte pas. Alors que on sait que, bon, ça c'était il n'y a pas tant d'années que ça, hein, donc on était déjà à un moment où beaucoup de cancers sont bien pris en charge, on peut survivre à un cancer, etc. Et cette épreuve-là, la maman de Delphine de Vigan ne s'en remet pas et tout simplement finit sa vie en décidant que c'est le moment pour elle d'arrêter. Alors il y a ce côté violent du choix de mourir, puisqu'on sait qu'on laisse des gens avec ce deuil-là très particulier à faire. Donc ça, c'est encore un autre sujet de discussion qui pourrait prendre beaucoup de temps, hein, le fait de vivre ce deuil-là en se disant que la personne qui est partie a fait le choix de nous laisser, hein, en fait. Voilà. Donc il y a tout ça qu'il faut gérer aussi après, au-delà de l'émotion du deuil. Voilà, donc rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, vivre son deuil et croître, ligne de faille, puis il y en a beaucoup d'autres, hein, de la bibliographie, je pourrais vous en faire une liste incroyable. Et puis voilà, ça a toujours été des lectures qui m'ont nourri, hein. J'ai besoin de ce genre de lecture dont je sors et qui s'est imprimé en moi, en fait. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces références. Pour conclure, voilà, est-ce que tu pourrais nous dire par quel biais on peut te contacter si on souhaite en savoir plus sur Histoire de vie et sur toi? Bien sûr, tout à fait. Alors, le plus simple, ça va être le site internet, hein, d'Histoire de vie. Donc, je rappelle, parce que c'est important, donc histoire au pluriel, -du-6, 2DE-du-6, vie, VIE, au singulier.com. Donc ça, si vous tapez cette référence-là sur Internet, vous allez tomber directement sur mon site Internet. Et puis, sur ce site, vous allez avoir une petite rubrique qui s'appelle « Comment ça marche ». Vous cliquez dessus et vous allez accéder à mon flyer numérique qu'on appelle une landing page. C'est un flyer numérique qui vous présente le concept. N'hésitez pas à aller voir. En fait, j'ai donné vie à 4 histoires. 4 biographies, dont celle de Léonie. Donc Léonie, c'est celle qui figure sur le flyer de présentation. Et sur mon site internet, vous avez accès à 3 autres histoires, des histoires de vie, tout simplement, avec des photos et des témoignages. N'hésitez pas, quand vous allez lire les biographies, à lire également les témoignages, parce que ça étaye, ça donne de l'ampleur aussi à la vie de ces personnes-là. Et puis sur mon site internet, vous trouverez mes coordonnées, mon adresse mail, qui est contact@histoire au pluriel-2-vie.com. Ça, c'est mon adresse mail. Je vous donne mon 06. Allez, on y va. Voilà, 06 64 39 98 57. T'es la première à donner ton 06 en direct. Donc... Voilà. Il m'avait bien semblé dans les autres podcasts que je n'avais pas entendu de 06. Mais il n'y a aucun souci, vous pouvez m'envoyer des textos, des WhatsApp ou m'appeler en direct. C'est vrai que la psychogénéalogie, en l'occurrence, laisse souvent des interrogations, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, pour le QR code, Histoire de vie, mon site internet, voilà, vous allez pouvoir... retrouver un petit peu toutes les explications que je vous ai données aujourd'hui. Merci beaucoup Delphine pour ton temps et tous ces partages. Et je pense que finir par ton 06, les auditeurs seront comblés. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup et prends soin de toi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, allez tout de suite laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide beaucoup Vivant à se faire connaître. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode où je recevrai La Voix Podcast qui parlera avec nous de son parcours et de son histoire.
Pour finir, si vous souhaitez vous libérer des démarches administratives qui accompagnent un décès en quelques minutes et simplement, n'hésitez pas à me contacter sur mon site www.tranquillité.fr. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.